première est une mère de famille de 9 enfants. Ma deuxième, une chef d'entreprise qui dirige en France la filiale d'un géant américain dont elle est également vice-présidente pour les grands comptes publics à l'international. Et ma troisième est très engagée pour la cause des femmes, mon tout à mi-chemin entre énergie et rigueur, se nomme Clara Guémard. Elle est donc la vice-présidente du groupe General Electric pour les affaires internationales et elle est l'invitée de Leader. Clara Guémard, combien de fois on vous a demandé si vous arriviez à tout concilier, la vie de famille, la vie professionnelle? Beaucoup de fois, mais je n'ai jamais donné de réponse, puisque il ne s'agit pas de concilier, ça apprend simplement l'humilité et le fait que c'est rigoureusement impossible d'être parfaite. Ça vous agaçait quand on disait, vous sortiez une interview, alors il m'a encore demandé si je pouvais tout faire, etc. Mais je ne sais pas tout faire, je suis obligée de l'avouer. Revenons à votre groupe et à votre métier. Quand on est dans un conglomérat, est-ce que c'est compliqué la situation actuelle et cette économie incertaine? D'abord, General Electric n'est pas un conglomérat. C'est une entreprise qui fabrique et qui finance des infrastructures pour le monde de demain. On a un code génétique qui est celui de la haute technologie qui permet de construire les technologies et notamment les technologies vertes du monde de demain. Vous savez, quand vous allez visiter le site de Belfort où on fabrique des turbines à gaz et que vous allez dans une ligne de Safran où on fabrique le CFM56, le moteur d'avion, vous verrez qu'il y a des similitudes incroyables sur comment on gère la chaleur, comment on gère la production d'énergie, comment on fabrique un moteur propre, comment on diminue les émissions de CO2. Et c'est ça, General Electric. Est-ce que vous n'avez pas trop de métiers en fin de compte? Vous êtes dans la santé, vous êtes dans le transport, vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans même la télé. Alors, on a jusqu'à la fin de l'année, on est encore actionnaire à 100% de NBC Universal. On va céder 51% des parts à Comcast à la fin de l'année. Donc on sort pas simplement de la télévision, de ce qu'on appelle en anglais l'entertainment, c'est-à-dire le cinéma. C'est-à-dire que la chance qu'on a, c'est que Mamma Mia c'est nous, Robin des Bois c'est nous, L'Arnaqueur c'est nous, et ça a eu beaucoup de succès en France. Et d'accord, mais vous sortez de ces métiers, vous redevenez un industriel. On va sortir progressivement pendant 7 ans. Ça a été. Pourquoi? Parce que c'est pas assez rentable ou parce que c'est plus justement dans votre code génétique? Plus parce que un actif stratégique, comme on dit. Parce que c'est vrai que notre code génétique, c'est plus d'être une entreprise qui fabrique et qui finance des infrastructures. Le fait d'être vice-présidente à l'international, en clair, vous êtes en relation avec tous les gouvernements du monde pour General Electric, tous les pouvoirs publics. Est-ce que ça vous donne une vision pessimiste, optimiste de la planète demain? Vigilante. L'économie a redémarré. La croissance est asiatique. Mais la crise n'est pas terminée. Disons que c'est comme quand vous avez un tsunami, il faut reconstruire. Et tout dépendra de la façon dont on reconstruit. Si on reste avec l'idée que le monde merveilleux d'avant va recommencer comme il était hier, je pense qu'on se prépare à des temps difficiles. General Electric a fait à peu près un peu plus de 11 milliards de dollars de bénéfices au dernier exercice. Quid de la France dans ce contexte? La France fait 10 milliards de ventes de production en France. On vend pour 5 milliards d'euros. Oui. Donc on vend quinzaine de milliards de dollars. Donc non, on produit pour 10 milliards et on exporte plus de la moitié puisqu'on vend pour 5 milliards. Et si on prend que la production industrielle, c'est beaucoup plus que ça puisqu'on a une partie qui est une partie financière. Et donc on est un très gros exportateur français puisque on exporte 90% de notre production de turbines à gaz, 60% de nos matériels médicaux et à peu près 70% de nos produits oil and gas qu'on fait au Creusot. Ça va continuer, en clair, compte tenu de la chute de l'euro, on va en parler tout à l'heure avec Cécile Cornudet, des Échos, mais compte tenu un peu des problèmes économiques que rencontre l'Europe, vous allez continuer à être un gros exportateur européen, à votre avis? Oui, on continue à être un gros exportateur parce qu'on a la chance d'être non pas une entreprise à bas coût, mais une entreprise à haute technologie. Fabriquer une turbine à gaz, c'est pas simple. Il y a peu de compétiteurs dans le monde. Et heureusement, le Brésil s'équipe, l'Indonésie s'équipe, les pays, l'Asie s'équipent. Donc ces produits sont vendus dans le monde entier, à partir de la France.
quoi la priorité? C'est justement tout ce qui est énergie, tout ce qui est green business, comme on dit. On en reparlera aussi tout à l'heure. C'est vert, vert, vert. Et quand on dit vert, nous, on a commencé en 2005 avec un programme qui s'appelle Eco-Imagination. Et l'idée, c'était de dire que nos clients allaient être confrontés à la question environnementale et que si on était les premiers à leur offrir des produits plus propres, des produits plus économes en énergie, nous gagnerions. On a fait ce pari-là en 2005. La vérité, c'est qu'en 2010, les produits labellisés Eco-Imagination ont fait une croissance en 2009 de 20%, une année qui était complètement plate pour tout le monde. Oui, avec Clara Guémard, est-ce que, au vu de ça, le groupe General Electric ne va pas être tenté de spécialiser les pays, entre guillemets, puisque, encore une fois, vous êtes dans plein de métiers, y compris en France. Donc, est-ce que demain, les Français, ça sera uniquement tel métier, pas d'autre, par exemple? En France, on a 3 pôles mondiaux qui sont le pôle de la santé. Tous les mammographes du monde sont fabriqués en France. On vient de lancer un gros programme de recherche dans le domaine de la santé pour fabriquer les grandes chambres cardiovasculaires en France. On a 500 chercheurs, on a 3000 personnes. On a le pôle de Belfort où on est le seul fabricant français de turbines à gaz. Il faut le dire, si on veut faire travailler les Français, c'est des turbines GE qu'il faut acheter. Et puis on a le pôle de oil and gas où on fabrique des petits compresseurs et des turbines vapeur. Et ça, on va continuer. On a investi sur le pôle de Belfort. Les 2 dernières années, on a recruté 400 chercheurs. On a un pôle d'ingénierie mondiale avec 800 personnes. Mais est-ce que ça veut dire qu'à terme, General Electric, donc le groupe, je vais quand même rappeler que c'est 300 000 personnes dans le monde, c'est 175 milliards de dollars, 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il vous serait pas tenté, les chefs, entre guillemets, de vous spécialiser par pays ou de dire... C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a aujourd'hui une politique extrêmement simple qui est d'aller là où sont les marchés. Alors il est évident que on se développe au Brésil, on se développe en Inde, on se développe en Chine, mais les productions françaises en bénéficient. Et j'allais dire que la France, c'est un petit General Electric, puisqu'on constitue à peu près 3% de la production de General Electric et on ressemble beaucoup à General Electric. D'un mot, vous êtes très impliqué sur tout ce qui concerne la cause des femmes, etc. J'ai l'impression que vous êtes... les grandes porte-paroles que vous êtes, vous et quelques-unes de vos consoeurs, vous êtes plus crispés qu'auparavant sur la place des femmes dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise. Non, pas plus crispés, mais tout simplement agacés que ça soit toujours un sujet et que ça avance si peu. Je crois que toutes les études nous montrent, plus il y a de femmes dans les conseils d'administration, plus il y a de femmes à des postes de responsabilité, plus les entreprises sont performantes. Non pas qu'on soit meilleur, mais tout simplement parce qu'on ressemble au monde avec lequel on travaille. Et chez General Electric, c'est vraiment quelque chose qui est une doctrine de base et une politique proactive parce que la clé, si vous voulez réussir dans le monde, c'est la diversité. D'un mot, j'ai posé déjà la question à Philippe Carlier, le patron de Siemens en France. On est partagé entre son pays et ces 2 pays, entre guillemets, celui pour lequel on bosse et celui... Moi, j'ai toujours le sentiment que j'ai le meilleur des 2 mondes parce que la France est un pays très créatif et les États-Unis voient grand. Et donc, de pouvoir créer en grand, c'est formidable. Alors, Clara Guémard, on va parler bien sûr de l'euro, conséquence des tergiversations européennes. L'euro a commencé à dévisser, à perdre depuis de sa superbe. Alors, est-ce une si mauvaise nouvelle que ça? On voit déjà le reportage de Charlotte Grégory, on en parle avec Cécile Cornudet des Échos et notre invitée Clara Guémard. L'euro baisse et c'est une bonne nouvelle pour le commerce extérieur. En 5 mois, la monnaie unique est tombée d'1,51 à 1,23 $. Explosion de la dette grecque, sauvetage de la zone euro, la confiance à l'égard de l'économie européenne n'est pas au beau fixe. Mais certains secteurs pourraient gagner au change, notamment en France. Dans le domaine aéronautique, ADS et autres, il y avait un formidable, je dirais, différentiel entre l'euro et le dollar qui a beaucoup handicapé les industries aéronautiques. Donc je suppose que c'est cette filière qui va être le plus bénéficiaire. Revers de la médaille, certains secteurs comme le textile ou l'électroménager sont fortement dépendants des importations et voient la baisse de l'euro d'un mauvais œil. Donc tout ce qui va souffrir, ce sont tous les secteurs qui sont consommateurs, entre guillemets, de produits intermédiaires, notamment des produits énergétiques.
Le niveau d'équilibre entre les deux monnaies s'établit aux alentours d'1,15 $, 1,20 $ pour 1 euro. Un niveau pas encore atteint, ce qui n'empêche pas la zone euro de rester fortement attractive malgré une conjoncture défavorable. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine défiance, au moins à court terme, vis-à-vis des investissements en Europe pour les raisons qu'on connaît, pour les raisons de crise. Ce qui ne veut pas dire qu'à long terme ou à moyen terme, la zone euro reste et restera un marché attractif a priori. Alors Cécile Cornudet, est-ce que c'est une bonne nouvelle en fin de compte? On a vu qu'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent dans le reportage de Charlotte. Quand on regarde les gouvernements et leur propension à vite arrêter des plans de rigueur, on se dit que c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que vous, qui avez cette double casquette d'être vice-présidente monde de General Electric et ancienne présidente de l'Agence française des investissements internationaux, est-ce que finalement c'est pas la meilleure nouvelle qui soit du point de vue des exportations? Pour la compétitivité française, c'est évidemment une bonne nouvelle. Je pense que ça apporte quand même un signal de la fragilité, non pas de l'euro, mais de tout ce qu'il y a autour. Et le fait que les gouvernements et surtout la Commission européenne prennent le sujet à bras-le-corps et mettent autour de l'euro, qui est une très bonne chose, le point fort de l'Europe, d'autres systèmes, notamment sur les garanties budgétaires et les garanties fiscales, est une très bonne nouvelle. Quand on voit Barack Obama, lui qui s'intéressait a priori assez peu à l'Europe, tout d'un coup beaucoup appelé Merkel pour que ce plan de sauvetage de l'euro puisse voir le jour, est-ce qu'il n'y a pas eu chez lui la suspicion que l'Allemagne pourrait jouer la baisse de l'euro? Parce que finalement, du point de vue des exportations, c'était quelque chose de positif. Je crois que dans le regard américain, il y a toujours eu cette inquiétude que l'euro n'allait pas tenir. Souvenez-vous, en 98, quand on a mis l'euro, les Américains disaient qu'il ne viendrait jamais le jour. Quand il avait le jour, les Américains disaient que l'euro était fragile et qu'il allait dégringoler. C'est Stiglitz qui vient de dire, le prix Nobel d'économie. Il y a d'économie. cette espèce d'inquiétude de la part des États-Unis vis-à-vis d'une monnaie qu'ils ne comprennent pas. Donc je crois qu'il faut en tenir compte, mais la vérité c'est comment nous, en Europe, on prend le sujet à bras-le-corps. Je crois qu'on a laissé pendant trop longtemps des gens tricher, on le savait, c'était pas nouveau. La crise a permis de le révéler et le fait que des dispositions courageuses ont été prises et que les gouvernements montrent qu'ils sont responsables ne sont que des Comment vous interprétez, vous, les marchés? Parce que d'un côté, on a l'impression que ce qui conteste, c'est l'absence de rigueur des pays européens et en même temps, et on nous dit aussi, trop de rigueur, ça va peser sur la croissance. Qu'est-ce qu'il emporte? Ce qui est assez fascinant, c'est que de toute façon, quand on remonte, c'est une mauvaise chose. Quand il descend, c'est une mauvaise chose. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Donc nous, on reste très philosophe vis-à-vis de tout ça. Je pense que les marchés, de toutes les façons, depuis la crise, ne disent pas ce qui se passe. Ils réagissent d'une façon épidermique, mais il n'y a pas de logique à tout ce qui est en train de se passer et qu'il faut rester extrêmement serein, vigilant mais serein. La crise n'est pas terminée, on peut y avoir encore des soubresauts. Ce qu'il faut regarder, c'est que l'économie mondiale redémarre. Il suffit d'aller en Chine, on va en parler tout à l'heure, aller en Inde, en Inde, il y a une croissance de 9%, au Brésil, pour se rendre compte que l'économie mondiale est repartie. Et c'est ça qui est important. Ça veut pas dire, est-ce que ça veut dire aussi que c'est les marchés qui ont gagné en fin de compte? C'est eux qui mènent c'est eux qui donnent le tempo? On peut dire ça, je crois pas. Je crois que c'est tout simplement l'expression d'une inquiétude et d'une non-compréhension de ce qui est en train de se passer. Je crois que l'avenir, dans quelques temps, nous dira que l'euro sort plus fort de cette crise parce qu'elle s'est donné les éléments de stabilisation dont il avait besoin. Vous pensez qu'il faut faire attention à trop de rigueur pour la croissance? Quand vous avez une telle vision mondiale, vous devez voir l'Europe quand même à la traîne par rapport au reste. Sur quoi vous le voyez? C'est pas tellement comme ça que je poserais la question. Je crois que les plans de relance ont été une très bonne chose et il faut le dire. Ça a permis de stabiliser la chute. S'il n'y avait pas eu les plans de relance, où en serait-on aujourd'hui? Maintenant, le gros de la crise est passé. Il faut revenir à faire des économies saines, normales, naturelles, après un moment où on a essayé de... Un grand emprunt, par exemple, c'est peut-être plus forcément... un grand emprunt, moi, je ne le mets pas du tout dans la même catégorie. Parce que le grand du plan de relance. Le grand emprunt pour des entreprises comme les nôtres, c'est un signal très fort que donne la France qu'elle veut aller sur les technologies de demain. Et que la France est un des pays qui a d'ailleurs eu un des plans de relance les plus intelligents, à la différence de celui du plan de relance qui était un plan de consommation en Angleterre, qui était un plan de relance sur les investissements, qui a certes mis un peu plus longtemps
à se mettre en place, mais qui a montré le... à votre avis, qui est plus pérenne, qui est solide, qui crée des emplois, qui ne fait pas simplement de la consommation. Par exemple, concrètement, General Electric, ça vous a apporté... ça nous a apporté de la stabilité, de la confiance vis-à-vis du gouvernement français, parce qu'on avait le sentiment que, comme aux États-Unis, mais avec peut-être une plus grande efficacité, le plan de relance en France s'est mis en place. Et surtout, le grand emprunt, c'est une manière de dire à la face du monde et à des investisseurs comme nous, on investit dans des technologies d'avenir, comme on l'a fait dans les années 80 avec Airbus, Ariane, avec le TGV. On espère simplement que la façon de la mise en œuvre va permettre à la France d'être un pays phare sur certaines technologies et on y prendra part. Vous avez une inquiétude de fond sur l'euro? Vous pensez que ça peut exploser ou... Très honnêtement, non. Je pense que s'il n'y avait pas eu... Oui, il y a une part de dramatisation. Moi, ce que je regrette, c'est que on est attendu. Enfin, je pense que si on avait pris le sujet de la Grèce un peu plus tôt, on en aurait sans doute, on a transformé un incendie, ce qui était un feu de paille au départ. L'incendie est quand même venu d'outre-Atlantique, si ma mémoire est bonne. Vous pouvez pas empêcher les marchés de réagir, c'est pas leur faute. Je veux dire, c'est à nous, c'est à l'Europe de savoir prendre en main son destin, et je crois qu'elle est en train de le faire aujourd'hui. En tout cas, pour une entreprise comme la nôtre, où on a 90 000 emplois en Europe, on est très confiant, on investit dans la technologie, on a investi dans des très gros projets de recherche en France. On a investi 45 millions d'euros dans un projet de développement dans les domaines des transports pour le monde entier en France. On a investi dans un projet de... Sans le plan de relance, vous ne l'auriez pas fait, vous pensez? Sans le crédit d'impôt recherche, on ne l'aurait pas fait. Le plan de relance, c'est un élément de stabilisation, mais c'est le crédit impôt recherche qui a été déterminant parce que ça va avec le grand emprunt, avec un signal fort que la France croit à l'industrie et pas simplement au service. Nous sommes une grande entreprise industrielle, donc nous avons besoin de gouvernements qui croient à la politique industrielle. Et Clara Guémard, est-ce que de tout compte fait l'euro, pour des grands groupes mondiaux comme vous, ça joue pas parce que vous êtes euro en Europe, dollar en Amérique? Exactement, Gérard. Pour vous dire honnêtement les choses, les variations monétaires, c'est notre pain quotidien, donc c'est pas ça l'enjeu. C'est plus le signal politique pour vous, alors, de ce qui a été fait en Europe pour rassurer les Américains et continuer à croire en Europe. C'est surtout le fait qu'il y avait l'euro. Et il n'y avait pas les outils d'accompagnement sur les politiques fiscales et budgétaires, ni de fonds européens. Donc maintenant, ces outils-là sont en place. Les gouvernements, par leur plan d'économie, démontrent qu'ils ont un comportement responsable. Donc tout ça, sont des signaux extrêmement positifs. Je pense que l'euro sortira plus fort de cette crise qu'il n'était en y entrant. Merci Cécile. Alors l'édition 2010 du Cyclope vient de paraître. Le Cyclope, c'est un ouvrage dirigé par Philippe Chalmin, professeur à Dauphine, qui fait le point sur les matières premières, qui achète quoi, à quel prix et pourquoi. Et ben dans ce contexte, la chaîne achète tout ou presque. Reportage Charlotte Grégory, on en parle avec notre invité Philippe Chalmin. La Chine serait-elle en train de prendre en main le commerce mondial? Si on regarde les chiffres, c'est en tout cas ce qui ressort. Premier producteur automobile au monde, la Chine est de loin le numéro 1 de l'acier. Et si le textile et l'électronique made in China sont toujours compétitifs, la Chine diversifie ses activités. Elle est aujourd'hui le numéro 1 des énergies renouvelables. Mars 2010, les exportations de l'Empire du Milieu atteignent 112,1 milliards de dollars, soit une hausse de 24,3% par rapport à mars 2009. Dans le même temps, les importations grimpe de 66%. Pétrole, coton, laine, très gourmande, la Chine importe de nombreuses matières premières. Aujourd'hui, la Chine dépasse le Japon. Elle devient le deuxième plus grand producteur manufacturier derrière les États-Unis selon l'ONU. Et cette tendance ne peut que se renforcer avec 10% de croissance prévue pour 2010, là où l'Europe a revu ses prévisions à la baisse. Une question se pose, fortement industrielle, la Chine va-t-elle devoir se tourner vers le tertiaire ? Bon, la Chine, c'est l'alpha et l'oméga de la croissance mondiale, Philippe Chalmin? À l'heure actuelle, c'est le seul réacteur dans l'économie mondiale. Bon, Clara Guémard a souligné qu'il n'y avait pas que la Chine. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, etc. Mais, notamment du point de vue de mon observatoire, qui est celui des marchés mondiaux,
l'Inde, le Brésil pèsent moins dans les échanges mondiaux que ne le pèse la Chine, qui, comme on l'a dit, est devenue pratiquement le premier importateur mondial de tout, que ce soit du minerai de fer, que ce soit du soja pour nourrir les porcs que mangent les Chinois, que ce soit de la laine, du coton, des métaux stratégiques, etc. Ainsi d'ailleurs, pour peut-être quelques produits français, comme les vins de qualité dont ils sont devenus très amateurs. Clara Guémard, General Electric, priorité à la Chine aussi, comme partout? Non, pas seulement. Non. Nous, on croit beaucoup au développement de pays comme le Vietnam, comme l'Indonésie. L'Inde connaît 9% de croissance, le Brésil. Non, bien sûr, on est très présent en Chine. On a signé des très gros partenariats, notamment dans le domaine de l'aviation avec les Chinois. On fait déjà 5 milliards de dollars de ventes en Chine. Donc, bien sûr, la Chine est une priorité, mais il y a quelques années, on disait les États-Unis, la Chine, un tout petit peu l'Inde. Nous pensons que le monde devient de plus en plus multipolaire et que ce serait une erreur de se focaliser que sur la Chine. Oui, mais est-ce que Obama n'a pas, en fin de compte, tourné le dos définitivement à l'Europe pour regarder vers l'Asie? Non, je ne crois pas du tout. C'est vraiment une vision toujours un peu binaire qu'on peut avoir. L'Europe est, je ne sais pas si c'est le petit frère, la grande sœur des États-Unis. Peut-être. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de technologie, c'est en Europe qu'on essaye de monter les partenariats. On a un partenariat avec Safran, qui est un des plus profitables qu'on peut avoir. On vient de lancer le partenariat sur le nouveau moteur d'avion qui va s'appeler le LiPix. D'ailleurs, où la première application de vente se fera en Chine. Donc c'est un moteur qui est inventé aux États-Unis et en France et qui sera vendu sur le marché chinois. Donc l'idée qu'on a toujours que l'Europe est passée par perte des profits par les Américains, non. Il est évident qu'on regarde le reste du monde, mais l'Europe reste un des piliers fondamentaux en tout cas de la construction de la technologie future. J'en suis bien d'accord. Le problème, il faudrait que l'Europe existe. Car au fond, aujourd'hui, le G2, j'en suis d'accord, n'existe pas. Puisque la Chine... Le G2, c'est-à-dire le dialogue entre Chine et l'idée du G2, c'était États-Unis-Chine. Voilà. La Chine a toujours un comportement de passager clandestin. Il faut quand même bien s'en rendre compte. Elle reste relativement protectionniste, pas très ouverte, très heureuse d'ailleurs que les accords de Doha, enfin que le cycle de négociation de Doha ne se termine pas. Le yuan n'est pas convertible. Alors bien entendu, ils ont des réserves. Donc un petit peu comme l'accord de soutien le pendu, ils sont bien obligés de racheter les bons du Trésor américain, mais ils n'ont pas passé le pas de faire du yuan une monnaie de réserve, car au fond, ce serait ça l'avenir. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de G2. Et quand vous dites l'Europe, mais quelle Europe ? Ça n'existe pas l'Europe aujourd'hui. C'est ça le drame. C'est un peu malheureusement je dirais en négatif par rapport dans ce rapport Cyclope où on traite de la renaissance du palais d'été. Ce qui est très frappant, c'est de voir que le palais il y a exactement de Chine, 150 ans, deux barbares européens, un Anglais et un Français, mirent le feu au palais d'été. Et symboliquement, c'est le début de la chute de l'Empire du Milieu qui ne va plus peser lorsque Mao rentre à Pékin en 1949, que 3% du PIB de la planète. Aujourd'hui, ils sont la deuxième économie de la planète. Donc ils pèsent très lourd. Mais en face, qu'est-ce que nous avons vécu en 2009 ? Qu'est-ce que nous vivons encore en 2010 sur l'Europe ? C'est une véritable annus horribilis. À un moment, on s'était dit l'euro va pouvoir être l'autre grande monnaie de référence. Force est de constater que c'est pas le cas. Et une vision qui serait ma vision trinaire un petit peu d'un système monétaire international parfait dans lequel j'aurais le dollar, le yuan et l'euro. Pour l'instant, j'ai le dollar, j'ai pas le yuan puisque c'est du quasi-dollar et qu'il n'est pas convertible. Et ce malheureux euro, il n'a pas grand-chose derrière lui. Clara Guémard. Si vous voulez me faire dire que la croissance est en Asie, oui, bien sûr. La croissance est asiatique et il y a un basculement du consommateur occidental, qu'il soit d'ailleurs américain ou européen, vers le consommateur asiatique et brésilien. Je crois qu'il ne faut surtout pas oublier le Brésil. Moi, ce que je veux simplement souligner, c'est le fait qu'on parle de la Chine. Oui, c'est certes un moteur essentiel, important, mais qu'il ne faut surtout pas oublier l'émergence de ces pays comme le Vietnam, comme l'Indonésie, comme la Malaisie, comme l'Indonésie, c'est un pays incroyable. C'est un pays qui a à la fois tous les besoins vitaux et qui a les ressources naturelles pour y pourvoir. L'Inde, qu'on croyait en stand-by, est aujourd'hui en train de se transformer
transformer d'une façon radicale. Donc, ce que je veux simplement souligner, c'est qu'on on aime bien les pôles. On a vécu avec le pôle URSS États-Unis. On est dans un monde qui est devenu de plus en plus multipolaire. Il ne faut pas oublier le Moyen-Orient, parce que certes, Dubaï va mal aujourd'hui, mais nous sommes une entreprise qui fabriquons des infrastructures. On fabrique des moteurs d'avion, on fabrique des locomotives, on fabrique du matériel médical, on fabrique des turbines à gaz. Donc on voit bien où est la croissance, on voit bien où sont les pays qui se fabriquent des infrastructures pour le monde de demain et celles qui ont le plus de besoins. Et il n'y a pas que la Chine. La Chine est importante. Je suis d'accord qu'il n'y a pas que la Chine. Alors je suis très dubitatif sur le Moyen-Orient. D'autant que la Chine est aussi porteur de certaines inquiétudes. Ah mais j'en suis totalement d'accord. Moi je suis d'accord totalement avec vous. Le Moyen-Orient m'inquiète parce que c'est la dépendance du pétrole et qu'une fois qu'il n'y a plus de pétrole, je ne suis pas sûr qu'il restera grand-chose. Ils sont en train de faire leur transformation. La Chine, on a vu dans la présentation 10% de croissance. La réalité de la croissance chinoise, elle est beaucoup plus élevée. Elle inquiète. Et à la limite, si je faisais un pari sur le moyen-long terme, je jouerais beaucoup plus l'Inde. Parce que l'Inde, elle est quand même une démocratie. Elle a des problèmes, mais la transition démocratique, c'est une réalité. Donc elle a fait sa mue. Elle est une démocratie de modèle anglo-saxon qui est au fond quelque chose dont on peut penser que ça perdurera sur le XXIe siècle. Là où nous avons une transition politique, une transition économique à vivre en Chine, dont je pense que nous ne savons pas exactement comment elle va se dérouler. Mais il y a un point qui est très important et sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a une chose que la crise a démontré, c'est qu'on avait une idée fausse, on avait beaucoup d'idées fausses, mais il y en avait une qui était qu'un pays mature passe de l'agriculture à l'industrie et aux services. La vérité, c'est que l'industrie, c'est clé, et que c'est pas un gros mot d'avoir une politique industrielle, et que l'avenir de l'Europe, s'il y a un avenir de l'Europe, c'est de revenir à ses fondamentaux, c'est sa capacité d'innovation et sa capacité technologique. D'un mot, quand même, dans les matières premières, est-ce que le green business, qu'on appelle toute l'économie verte, va jouer un rôle, Philippe Chalmin et Clara Guémard, en guise de conclusion? J'aurais bien voulu. Le problème, c'est que pour l'instant, l'économie verte, c'était aussi un peu la stratégie de l'économie de la connaissance, de Lisbonne, etc. Pour l'instant, je suis obligé de constater que les énergies renouvelables, par exemple, c'est en Chine que l'on en a. Alors, je suis pas un grand fanat des éoliennes, mais je constate que sur l'éolien, sur le solaire, etc., la Chine est beaucoup plus en avance que nous, et que de ce point de vue-là, comme en Europe, on n'a pas d'économie de la connaissance, on n'a pas non plus de politique de l'énergie, nous sommes toujours quand même dans les starting blocks. D'accord avec voilà. Philippe, on vient de faire un très gros investissement, on va embaucher 1000 personnes en Europe avec un centre de recherche sur les éoliennes offshore pour parler de ce sujet-là. Ça veut dire que dans ce domaine-là, y compris sur la technologie, on croit à l'Europe. On aura le temps d'y reparler. Le Cyclope donc 2010 vient de paraître. Merci Philippe Chalmin, merci Clara Guémard d'avoir été notre invité. Comme d'habitude, vous retrouvez cette émission sur www.publicsénat.fr la semaine prochaine. Ça vous aura pas échappé. On est à quelques jours maintenant de la Coupe du Monde de football. On recevra Christian Polsch, qui est le patron pour la France du groupe Coca-Cola, grand sponsor du foot business, s'il en est. Très bonne semaine.